Bonsoir, nous revoilà. On est là. Alors, on est là, nous avons à l'antenne Jamel. M'entends-tu, Jamel? Oui, bonsoir à vous, bonsoir. Bonsoir, Jamel. Alors, il y a qui à la radio? Alors, faisons le tour de table. Il y a David, Jonathan, il y a Amy surtout. Il y a Amy, David, Jonathan. Ouais. Et Christian. Christian, est-ce que tu nous entends? Oui, je vous entends. Voilà, très bien. Bonsoir à tous. Bien. Et c'est qui avec nous, là? Alors, c'est David, Jonathan et Amy qui sont deux artistes, deux aventuriers de la vie qui connaissent un petit peu. Tu as dit trois prénoms. Il y a deux personnes. Il y a deux personnes, mais il y en a un qui s'appelle David Jonathan. C'est son prénom, c'est son nom, son prénom. Le voilà, il va te parler. Tu peux lui parler directement. Salut David Jonathan. Voilà. Oui. Ah, il n'est pas là? Si, il est là. Bon, donc ce soir, nous voulons évoquer, Jamel est là, nous voulons évoquer l'évolution, la transformation, le bouleversement qu'amènerait attends, excuse-moi, j'ai un problème technique. Voilà. Dommage. Ok. Voilà, Amy nous a rejoint. Voilà, nous sommes tous ensemble. Donc, la transformation, le bouleversement qu'amènerait cette nouvelle cellule familiale, qui n'est pas familiale au sens du terme de procréation. François, il y a Jamel aussi, c'est ça? Il y a Jamel qui est là, hein, Jamel? Ah, d'accord. Oui, bonsoir. Salut Jamel. Bonsoir Salut, Jamel. Christian. Bonsoir à tous. Ah, Ça va? Bonsoir à tous. Bonsoir Jamel. Alors, vous voulez qu'on parle de l'évolution des mœurs? voilà, c'est ça, oui. Comment tu imagines l'évolution des mœurs avec cette nouvelle donne? Disons que j'ai du mal à l'imaginer parce que nous avons un formatage depuis notre naissance. Oui, et même depuis 2000 ans. Et oui, même depuis 2000 ans, à partir du moment où on est formaté, je ne sais pas si d'une certaine manière on arrive à sortir de ce cadre. Mais qu'est-ce que ça veut dire formater? Formaté parce que l'éducation, elle se fait d'une manière... C'est-à-dire formater. Toi, par exemple, Jamel, comment es-tu habillé? Là, je suis à poil, là. Ah bon, moi je ne suis pas habillé, sapé comme Jamel. Ah bon? Moi, je suis tout nu, là. C'est-à-dire? Il y en a un qui est à poil et l'autre est à plume. C'est ça, c'est charmant. Non, je suis en caleçon et en t-shirt, voilà. Bien. Alors, mais je suis à la maison, je suis pas dehors. Oui, mais ce formatage, ça veut dire, un homme doit être masculin, une femme doit être féminine, un homme a des tâches, une femme a des devoirs également, quoique ça commence un petit peu à évoluer, puisque heureusement, il y a une libération de la femme qui lui a permis de masculiniser un petit peu ses activités, heureusement. Oui. Là, mais en dehors du travail, le travail d'un homme peut être fait par une femme et réciproquement. Oui. N'importe quel travail d'ailleurs. Ah non. On parle de la sexualité parce que quand on parle des mœurs, on pense plus à la sexualité qu'au travail. Non. Je suis pas d'accord avec Jamel. Si, parce que là, quand il y a eu le mariage pour tous, forcément, c'est de l'amour, mais c'est aussi le sexe. Oui, bien sûr, c'est le sexe, mais c'est aussi la position dans la vie, si tu veux. Un couple de deux hommes ou un couple de deux femmes. Juste législatif pour moi, c'est plus la légalisation et donner un cadre législatif à ces couples-là. Au final, c'était surtout ça, à mon avis. C'était pouvoir reconnaître pour que quand il y a un décès dans un couple homosexuel, le deuxième, celui qui reste, se retrouve pas comme un con à perdre sa maison. Enfin, c'est un peu ça l'histoire. C'est évident. Non, je comprends très bien. C'est important, mais moi je trouve qu'il y a une certaine discrimination de la part de Jamel. Pas du tout, pourquoi? C'est-à-dire que moi, personnellement, pour ma part, j'ai souvent été rejeté à mon travail, ou dans la société. Oui. On m'appelle l'OVNI. Ah bon? Je suis parti, je squatte plus le béton. J'ai de mes potes qui sont béton. Je cherche que ça retourne son veston et ils se reconnaissent dans le veston. Oui. Et comment as-tu vécu ça? Donc, tu te sentais rejeté? Je suis un peu alcoolisé
dis donc, excuse-moi. Oui. Mais je fais des doigts d'honneur au Schmitt. Faut voir ce que nous vivons, alors que les histoires et les fuites. Oui. Ça m'étonne, même plus je m'étonne. Et si mon Anderson, elle pleure pas, je rigole. Enfin. Ok, bon, très bien, oui. Bah écoute, je te souhaite une bonne soirée, je te remercie d'être intervenu, et puis on se rappelle très bientôt. Je me tape de la promo, j'ai la rime. Ok. Je peux y arriver, ce serait beau, François. Bah je l'espère, je te le souhaite, et puis je te souhaite une bonne soirée, et à bientôt, Christian. Merci de ton appel en tout cas. Allez, au revoir, bonsoir. Oui, Jamel, c'est un sujet très, très complexe, hein. Oui. Ouais, bien sûr, parce que on a du mal à l'imaginer, à le concevoir. On ne peut pas le concevoir. C'est une telle transformation, à mon avis, qu'il faut, il est très difficile au jour d'aujourd'hui. On ne peut que le vivre d'une façon sexuelle aujourd'hui, parce que c'est ce qui est tangible, mais je pense que ça peut à terme, à moyen terme, à long terme bien évidemment, mais changer les mentalités, changer l'éducation. Un enfant qui est éduqué par deux femmes ou par deux hommes, par exemple, aura sans doute une conception de la vie, de l'amour, de l'ambition, qui sera différente que dans le modèle tout à fait formaté que nous avons vécu depuis 2000 ans, où l'homme était le guerrier. Il y a un truc qui est bizarre, parce qu'on parle de l'homosexualité, on parle de l'hétérosexualité, mais on parle pas de la bisexualité. Parce que le mec, la femme qui est bisexuelle, oui. Est-ce qu'elle peut demander le mariage avec un homme et une femme ou non, ça serait de la polygamie. La polygamie est interdite en France. On peut être marié qu'à une seule personne. Non, mais ceux qui font les lois, sur quels critères ils les basent? Mais en fait, on peut se marier avec un homme et puis divorcer, se marier avec une femme et puis divorcer et se remarier avec un homme, mais on peut pas se marier avec plusieurs personnes en même temps. La polygamie n'est pas reconnue en France. On peut pas se marier avec plusieurs personnes en même temps. Après, rien n'empêche les gens de se marier plusieurs fois avec plusieurs personnes de sexe différent. Et déjà, pourquoi se marier? Pourquoi est-ce qu'on pourrait pas... C'est un cadre, c'est permettre à des gens d'avoir un cadre légal, en fait, puisque le mariage, c'est aussi un cadre légal, finalement. C'est un mariage civil, donc c'est un cadre légal. Ouais, mais ça permet d'avoir les mêmes droits en termes de couple, que ce soit au niveau d'ouvrir un compte joint, au niveau des impôts, au niveau de la propriété d'une maison. Enfin, je pense que c'est une question de droit plus qu'autre chose, en fait. Est-ce qu'on peut imaginer une société où il n'y a pas de mariage et puis les gens peuvent s'accoupler d'une manière libre? Mais on a le droit de s'accoupler avec qui on veut, à l'heure actuelle. Enfin, on peut l'imaginer, mais oui, j'aime bien l'expression, mais oui. Si vous avez envie, il n'y a pas de. Qu'en penses-tu, David Jonathan? Ce serait concevable, mais est-ce que ce serait viable? Jamel, ça te pose un problème, le mariage pour tous, ou j'ai pas compris? Non, disons que ça me pose pas un problème, mais disons que ça me... un problème, une interrogation, disons, pas un problème, parce que moi, j'ai jamais rien à faire, ça me dérange pas, hein. Franchement, ça me dérange pas. Mais disons que quand je parle de formatage, moi, je suis père de famille. Moi, j'aurais souhaité que mon fils ou ma fille se marie et ait un foyer, des enfants, d'une manière tout à fait naturelle, sans passer par un intermédiaire ou par une procréation médicalement assistée. Tu sais, je suis un peu écologique, un peu... je voudrais que les choses soient beaucoup plus simples, parce que là, on rentre dans des complications, on s'y perd, quoi. Non, je pense pas, puisque c'est quelque chose qui existait avant le mariage homosexuel. Le mariage pour tous n'a pas inventé l'homosexualité. C'est juste quelque chose qui existait déjà. Enfin, c'est juste que les gens qui sont homosexuels, le fait que ce soit admis dans la société et ne soit plus rejeté, ça, je pense que ça évite des drames. C'est surtout ça, se faire accepter l'homosexualité aux gens, quoi. Oui, tu as raison, c'est vrai que tu as raison. Parce que les gens choisissent pas d'être homosexuels. Sur la question de la naturalité, je sais pas comment on va dire ça. Il y a quand même des couples hétérosexuels qui sont stériles, qui font appel aujourd'hui à des méthodes de fécondation in vitro qui sont effectivement assistées. Excusez-moi, mais tu reconnaîtras une chose quand même, je vous reconnaîtrai quand même que
quand une personne est homosexuelle, elle a envie de vivre son homosexualité avec les droits, comme tu dis, d'un point de vue économique et tout ce qui va avec. Hein. Ouais, c'est une égalité de droits. Ouais. Voilà, l'égalité. Excuse-moi, Jamel, je vais essayer de faire entrer un autre auditeur parce qu'il y a plein d'appels et je vais essayer de faire parler tout le monde. Je fais rentrer, je ne sais pas qui. C'est peut-être, tu vas voir, peut-être. Oui, bonsoir. Allô, bonsoir. Voilà, c'est coupé là. Alors, celui-ci, prenons-le. Oui, bonsoir. Oui, allô. Oui, allô. Bonsoir. Oui, allô. Bonsoir. À qui avons-nous la joie? Oui, c'est Alain. Bonsoir Alain. Bonsoir Alain. Oui, alors je suis heureux de vous avoir à l'antenne et puis qu'on continue un peu ce débat qu'on avait entamé la semaine dernière. Alors en fait, moi ce que je comprends pas trop, c'est un peu justement les personnes qui sont un peu positionnées comme Jamel, qui n'ont pas l'air. Alors c'est dommage qu'il soit parti parce qu'on. Non, je suis là. Jamel est avec toi, Jamel. Il y a Jamel, il y a David Jonathan et Amy qui est là. D'accord, bon. Il faut le savoir. Amy est une femme. Hein. Amy est une femme. Oui, David Jonathan est un. Pour l'instant. Oui, j'avais bien compris qu'Amy était une femme, tout à fait. Et donc c'était David Jonathan qui lui était homosexuel, hein, si j'avais bien compris. Oui, c'est ça. Non, ouais. Oui. Et enfin, il est bi, on peut dire. Ah, il est bi. Il est bi parce qu'avec Amy, ça dépend. Lundi seulement. C'est important. Et moi, j'ai pas trop compris tout à fait la démonstration et le logos en fait de Jamel qui m'a l'air en fait un petit peu. Alors, j'ai cru comprendre qu'il était contre un peu le mariage pour tous et il m'a l'air un petit peu fermé par rapport à tout ça. Et moi, je comprends pas trop ce genre de position parce que finalement, après. Oui, il est pas très fermé. Moi, je le trouve pas fermé. Non, je suis pas fermé. Je suis interrogatif. Non, c'était sur le côté naturel de la relation, je crois, non? Oui, je suis interrogatif. Disons que moi, je pense que la nature, elle est tellement complexe, en fait, qu'on a besoin de repères. Oui, de repères, c'est-à-dire, tu entends des références. Oui, des limites, des jugements de valeur. Oui, parce que si on commence à se dire, il y a toutes les tendances sexuelles existent, bien entendu, mais de là à comment on appelle ça, à partir du moment où on réduit tout au côté législatif. Non, moi je pense qu'il y a un moment, je veux dire, à partir du moment où c'est entre adultes consentants, c'est pas notre problème. L'amour, la sexualité entre adultes consentants, c'est. Et puis même dans des pays même très, par exemple des pays comme l'Italie ou l'Espagne qui étaient quand même assez fermés sur ce sujet-là. Je sais qu'en Espagne, depuis la loi, Portugal aussi, il n'y a plus aucun problème pour les unions justement entre personnes du même sexe, quoi. Non, mais quand on parle d'un point de vue législatif par rapport à la sexualité, parce qu'il y a quand même l'aspect sexuel, parce que si on réduit, d'après vos discours, tout est dans la légalité. Et moi, je parle de moralité. C'est même pas la moralité. Disons que c'est le côté de tendance sexuelle. Je me dis que quelqu'un qui est hétéro, il se pose pas le problème parce que la loi elle est faite pour les hétérosexuels depuis la nuit des temps. Et maintenant l'homosexualité vient bouleverser un petit peu un ordre établi. Alors est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal, je n'en sais rien. Mais si je prends l'exemple de la personne qui est bisexuelle, on dit il faut qu'il divorce pour se remarier. Pourquoi on peut aimer? Pourquoi est-ce qu'on peut pas aimer 2 ou 3 personnes? Parce qu'on parle du législatif, mais le législatif, il est fondé sur quoi? Le législatif a été fondé sur la morale religieuse, puisque la séparation de l'Église et de l'État en France a été... Alors, la morale, il y en a qui vont dire c'est moral d'être homosexuel, d'autres vont dire c'est immoral. Mais regarde les civilisations, l'Afrique, pour ne parler que de ce continent, accepte la polygamie.
La polygamie est acceptée, et même dans certains pays du Moyen-Orient aussi, je crois. Oui. C'est peut-être quelque chose, on pourra peut-être à l'avenir se marier avec plusieurs personnes, pourquoi pas. Et peut-être qu'on se trompe. Nous, on a peut-être un formatage qui n'est peut-être pas adapté. 10 ans, 20 ans. Mais c'est déjà très bien de donner un cadre juridique aux différentes sexualités d'une part, que ça ouvre une porte de liberté qui était nécessaire. Il y avait une telle frustration auparavant que maintenant, en reconnaissant un petit peu en autorisant, en reconnaissant, ça permet d'éviter des drames, d'éviter des frustrations, des suicides, des gens qui ont un mal de vivre impossible. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi est-ce qu'on appellerait ça un mariage? On peut très bien appeler ça autrement. Mais pourquoi pas appeler ça un mariage? Moi, c'est ça aussi la question que je me pose. C'est à partir du moment où on appelle ça autrement qu'un mariage, c'est toujours une façon de les mettre de côté, en fait, et de dire qu'ils sont différents, en fait. Moi, je comprends qu'ils veulent qu'on appelle ça un mariage parce qu'ils n'ont pas envie qu'on considère leur union ou leur amour différent d'un amour hétérosexuel. Leur amour est le même. Je vois pas pourquoi est-ce qu'on appellerait ça autrement qu'un mariage aussi. Ils s'aiment, ils ont envie de vivre ensemble et que leur couple soit reconnu comme un couple avec les mêmes droits et avec le même nom, en fait. Oui, parce que si on donne les mêmes droits et qu'on appelle le mariage autrement en donnant les mêmes droits que le mariage, pourquoi l'appeler autrement? Ouais, non, t'as raison, mais elle a toujours raison, Amy. Elle a toujours raison, mais moi, c'est une femme, je crois que le mariage tout d'abord était fondé sur un sacrement. C'était un sacrement religieux qui est devenu un cadre législatif. Mais c'est un mariage civil, là on parle de mariage civil. Maintenant c'est un mariage civil. Ça n'est plus un sacrement. On a gardé le mot mariage. Ou alors est-ce qu'il faut pas carrément changer le nom du mariage civil et ne plus appeler le mariage civil un mariage? Mais peut-être. Mais à ce moment-là, c'est parce que dans l'esprit des gens, mais ce sont des générations qui vont disparaître, dont je fais encore hélas partie, mais le mariage, comme le baptême, était un sacrement. Ouais. Et le mariage est devenu un contrat juridique. Je suis tout à fait d'accord. Si c'est le mot mariage qui dérange tant que ça, que le mariage civil ne s'appelle plus mariage à ce compte-là. Mais pour tout le monde, pareil. Je veux dire, le truc, c'est de pas faire de distinction entre un couple, entre l'amour et l'engagement d'un couple homosexuel avec l'amour et l'engagement d'un couple hétérosexuel, puisque c'est le même et que ça leur ouvre les mêmes droits. Donc on va pas leur donner deux noms différents. Ça, je suis d'accord. Qu'en pensez-vous, Jamel et Alain? Si je peux intervenir. Oui, vas-y Alain, on t'a pas entendu. Parce que on peut pas. Oui, on t'écoute. Jamel est tellement important que je peux pas parler. D'ailleurs, je voudrais souligner une intervention que j'avais trouvée très intéressante la semaine dernière. C'était celle de Didier en fin d'émission. Donc Didier, c'était Guéridon, je pense. Oui, voilà. Tu l'as reconnu. Il a une voix. Ça m'a fait plaisir déjà de le réentendre. Mais surtout, j'avais trouvé que c'était vraiment une intervention intéressante parce qu'elle était, elle était à la fois pondérée tout en replaçant bien le débat. Et c'est vrai que là, on voit bien, hein, ça suscite le débat. Mais j'ai envie de dire, oui, finalement, on pourrait élargir le débat à la polygamie, finalement, parce que moi, c'est pareil, un mariage polygame en France. Absolument. C'est pas quelque chose qui me choquerait plus que ça, dans la mesure où après, c'est si les personnes sont majeures et consentantes, moi, je n'y vois pas d'inconvénient majeur. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Non. Moi, je suis entièrement d'accord, mais déjà pour que deux personnes du même sexe se marient, il y avait 1 million de personnes dans la rue. Alors t'imagines si tu proposes d'ouvrir le mariage à 2 ou 3 personnes, je pense que là, encore une fois, sur le cadre légal, c'est un gros bazar, quoi, à mon avis. Ah oui, mais alors, si tu mets 3 noms sur un compte en banque, 4 noms sur un compte en banque et 4 noms sur un bail. Les gars, pourquoi on ne ferait pas un référendum? On va faire un référendum entre nous 4, entre nous 5. Oui, entre nous 4, oui, parce que là... Entre nous 5. Oui, entre nous 5. Mais là, il y a une consultation politique qui risque d'être du sport, on peut en trouver un, peut-être. Moi, je proposerai 2 questions dans le référendum. Vas-y. La première, reconnaissez-vous le mariage homosexuel? Mais est-ce que vous pourriez aussi reconnaître le mariage polygame? Et quand je dis polygame... Polygame et polyandre, Oui. Polygame, polyandre et bisexuel. Et polygamandre.
Et polygamande, oui. Mais je ne sais pas, si les polygames qui habitent en France, il y a des polygames qui habitent en France qui ont plusieurs femmes, je ne sais pas si c'est pas reconnu, parce que... Non, c'est-à-dire... Est-ce que c'est reconnu? Parce que les enfants sont reconnus. Il y a des parents qui ont 20 enfants, qui ont 20... Le père peut reconnaître. Il peut pas être marié à toutes les femmes mariées, je veux dire, sur le plan juridique, à l'état civil français. Il va pas être marié. Il va pas être marié en même temps. Par contre, il est libre d'entretenir autant de femmes qu'il veut. Oui. Enfin, on est libre d'avoir plusieurs relations. Mais s'il arrive du Rwanda, du Sénégal, un pays où la polygamie est autorisée, est-ce que ces mariages ne sont pas un seul mariage est transcrit? Il n'aura qu'une seule femme officielle. Après, rien ne l'empêche de... Parce que s'il a 22 enfants, il a 22 pensions. Ça, c'est vrai. Oui. Ça lui permet de toucher plus d'allocations. Donc, c'est ce qui est normal aussi. Enfin, je veux dire, après, c'est une histoire juridique, mais finalement, tout ça, c'est une histoire juridique. Hein. Après, le plus important, je crois que c'est quand même l'amour là-dedans, et c'est là-dessus qu'il faut quand même, il faut pas perdre ça de vue, je pense. Oui, tu as raison. Oui, moi je sais pas, parce qu'il faut quand même regarder aussi du point de vue de la loi, c'est-à-dire c'est vraiment un combat pour l'égalité. Hein. Oui, mais c'est l'expression des sentiments aussi. C'est plutôt une histoire de reconnaissance des droits de chacun de vivre comme il veut, sans discrimination, sans stigmatisation. Chacun fait ce qu'il veut. On est tous égaux, on a tous les mêmes droits. Point à la ligne. Après, les questions d'amour et tout ça, c'est des choses qui sont, c'est des valeurs morales et normalement, ça n'intervient pas dans un débat. Oui, mais est-ce qu'il existe attendez, où on met les limites après, parce que par exemple, est-ce que j'avais entendu des gens qui voulaient se marier carrément avec un arbre ou un animal domestique. Alors là, ça allait un peu loin, parce que si moi, par exemple, je me mariais avec mon chien Poupetto, ça devient... Bah oui, mais il faudrait qu'on ait son consentement. On parle d'adultes consentants, hein. On parle pas encore de mariage interespèce. Oui, puis si ton chien parle quand même de la gestion, sa volonté de se marier avec toi, oui, pourquoi pas. La politique, c'est quand même la gestion de l'organisation de l'espèce humaine, des humains entre eux. Avant on peut arriver dans n'importe quel délire, bien sûr, mais il faut d'abord organiser la vie entre les hommes avant de l'organiser avec les animaux et tout le monde. Je suis un goy du Nord, donc j'ai une certaine pudeur helléno-chrétienne. Ça, je veux dire, je ne suis pas forcément dans l'effusion sentimentale non plus, quoi. Oui. Mais le mariage, il existe depuis quand d'abord? Bon, ça, je crois que ça doit remonter au Moyen-Âge. C'est une question, mais ça doit remonter. Le mariage, il existe dans plusieurs cultures. C'est pas seulement dans la culture chrétienne. Le mariage. Mais là, on va rester en France quand même. Oui, mais depuis quand existe le mariage par rapport à quoi? Je pense qu'en France, les contrats de mariage, ça doit remonter au Moyen-Âge. Parce que le mariage existait aussi chez les Égyptiens. Mais les pharaons se mariaient, Là, c'est lié à la religion chrétienne à ce moment-là. Depuis quand est-ce que la religion chrétienne est arrivée en France? Mais il y a quand même quelque chose quand même au IIIe siècle. Attendez. Au IIIe siècle, oui, c'est cela. Le mariage chrétien remonte au IIIe siècle, c'est pas compliqué. Les amis, la finalité en dehors de l'amour, la finalité d'un mariage, c'est quand même de fonder un foyer, donc et d'avoir une procréation. Voilà, c'est ce qui est la base de la cellule familiale, c'est la famille. Mais on peut être homosexuel et avoir des enfants. Oui, bien sûr. Non, mais il faut en adopter, parce que sinon non, mais attends. Non, mais d'accord, il faut toujours un papa et une maman, mais oui, on peut adopter des enfants. Oui. Non, mais quand on regarde d'un point de vue naturel, biologiquement, tout ce qui est de la nature, il y a quand même, il faut deux personnes de sexe opposé pour avoir une procréation. Oui. Ah oui, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure en parlant trivialement d'accouplement, mais c'est un homme et une femme qui peuvent donner la vie. Mais à partir de là, la nature a fait les choses. Après, il y a toutes les déclinaisons par rapport à la sexualité, alors qui peuvent être admises ou contestées. Après, c'est une question très complexe, parce qu'une société où il n'y a plus aucune distinction, le fait de pouvoir procréer avec une femme, et puis maintenant on te dit, même ces deux hommes ou deux femmes, ils peuvent procréer, parce qu'il y a des moyens techniques et scientifiques, on est en train de remettre en question l'humanité. Voilà, écoute, ce sont des questions que tu poses et qu'on ne peut pas résoudre aujourd'hui.
Jamel, excuse-moi, je vais te couper parce que je voudrais pas qu'on dise que tu monopolises l'antenne complètement. J'ai beaucoup d'appels. Je te remercie de ton appel. Je te dis, j'espère, à la semaine prochaine. Au revoir, Jamel. Merci. Allez, David, Jonathan et Amy se joignent à moi pour te saluer. Salut Jamel, à bientôt. Jamel. Bonne soirée. Salut à tous. Allez, salut. Salut, Jamel. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô? À qui ai-je l'honneur, la joie? Dorian. Dorian, bonjour Dorian. Dorian, tu es avec Alain, avec Amy en premier d'abord. Femme d'abord. Et bien sûr, avec Amy, avec David, avec Alain, David Jonathan et moi-même. Donc nous parlons, as-tu entendu l'objet de notre entretien? Oui, la crise de la cellule familiale. Voilà. Alors, quelles seraient tes réflexions, tes opinions, tes avis, tes réactions à ce sujet? Alors, moi, j'ai un avis qui serait ultra conservateur, dans le sens où je vous rejoins sur le fait que le mariage, c'est une institution qui est religieuse. Bon, la France, c'est un État laïque. Maintenant, donc, ça serait bien que ça soit supprimé, tout simplement. Voilà, que deux personnes n'aient plus forcément... De supprimer quoi? De supprimer le mot mariage? De supprimer le mariage? De supprimer quoi? De supprimer le mariage. Le mariage, tout simplement. Deux personnes ne devraient pas être ensemble. Moi, je pense que... Ouais, mais ils n'ont pas attendu pour se mettre ensemble. Enfin, les gens, ça existe depuis toujours. Donc les gens ont besoin de vivre ensemble, sont heureux ensemble. Oui, mais pourquoi pas? On peut imaginer qu'on supprime l'institution. C'est purement sociétal, c'est-à-dire que l'amour, il est vrai que quand on est adolescent, enfin après, dès qu'il y a 20 ans, il y a tous les faits des sociétés, il y a tout l'environnement, c'est-à-dire quelqu'un qui va rester seul et qui rencontrera jamais personne, jamais il rencontrera de filles, par exemple. Jamais il rencontrera quoi? De filles. De filles. Je pense... Mais l'homme n'est pas fait pour vivre seul. J'ai 28 ans. Depuis que j'ai 18 ans, je sors pas trop de chez moi. Et je vous assure que je rencontre personne. Ah bah oui. Oui, mais ça, tu peux avoir choisi cette vie-là, une vie d'ermite, c'est très bien, mais tout le monde se joint. C'est un fait sociétal. Oui, c'est un fait sociétal, mais tout le monde quand même reconnaît que un paysage, un film, un cinéma, un moment est plus agréable et plus jouissif et mieux partagé quand on est deux. Moi, je suis pas d'accord avec. Moi, j'arrive très bien à me faire. Oui, non, mais je respecte tout à fait ta façon de vivre, ça, bien sûr. Tu n'es pas d'accord pour toi, mais sache qu'il y a beaucoup de gens qui partagent ça, que le fait, par exemple, de faire un enfant, c'est quelquefois l'expression d'un amour. Mais non, c'est purement avantage. C'est des avantages au niveau de sa perception des gens autour de soi, au niveau des allocations, etc. Donc au niveau de l'État, c'est que des avantages. Oui. De quoi? D'avoir un enfant? Oui. Oui, non, c'est des avantages, ce sont des aides nécessaires. Ça coûte un peu de l'argent aussi. Ce sont des aides nécessaires pour pouvoir avoir des enfants. En même temps, il faut le nourrir, il faut l'habiller, il faut l'envoyer à l'école, donc c'est pas que... C'est terminé. On sait très bien comment ça se passe. J'ai l'impression, tu t'es pas inspiré dans ce que tu dis un peu du livre Misère du désir, parce que j'ai l'impression de retrouver certains passages, non? Si, un petit peu. Un petit peu, c'est bien ce qui me semblait. Mais je l'ai lu aussi, alors moi je partage pas forcément les... Alors parle-nous de Misère du désir que je n'ai pas lu, personnellement. C'est de qui? Ça parle de quoi? Alors, docteur, je m'en souviens plus du tout, très honnêtement. Oui. Mais c'est sur tout simplement les relations qu'elles soient homosexuelles ou hétérosexuelles, et bien sûr le mariage. Donc c'est écrit dans un style un peu, c'est un logo, c'est un peu compliqué, hein. Mais disons que ça remet en cause finalement le modèle de famille helléno-chrétien traditionnel pour tendre quelque chose vers un mariage un peu plus adapté, on va dire, à la société cosmopolite. Globalisé, quoi. Ah oui, d'accord, oui, non, ça a quand même un positionnement politique assez marqué. On va dire, c'est néo-marxiste, quoi. Oui, d'accord. C'est plus carrément pas une conception de l'individu, mais de l'organisation de la société. C'est un petit peu autre chose là. Oui, mais c'est quand même sur le sujet de l'amour, des relations homme-femme ou homme-homme d'ailleurs, ou femme-femme, ou bref, et du mariage, quoi.
Oui. Bon, après, c'est peut-être pas. C'était bon. Je pense que son point de vue vient de ce livre-là. À moins, c'est un livre qui référence, qui fait suite en fait à Sociologie du dragueur, qui était en quelque sorte le tome 1 en fait. Qui sait tout. Ah, voilà. C'est d'un chien là, non? Tu t'étranges, excuse-moi. Bon. Non, désolé. Péto n'est pas avec moi. Bon, excusez-moi, je vais vous couper parce que je vais passer un petit peu de musique, un petit peu parler d'autre chose pour une respiration. Il est déjà 0h46. Merci de nous avoir appelés en tout cas. Merci de vos témoignages et j'espère bien que... Ok. Bonsoir à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Allô, bonsoir, oui, m'entendez-vous? François, vous m'entendez? Oui, à qui ai-je la joie? C'est Jacob. Jacob, bonjour Jacob. Et l'autre personne, qui est-ce? Y a-t-il une autre personne? Allô? Oui, Jacob? Non, Jacob, c'est moi. Il y a un autre. Alors, qui est l'autre? Non, moi, c'est Eric. Bonjour Eric. Bon, alors, présentez-vous rapidement et de quoi voulez-vous parler? Alors, je peux commencer? Oui. Très bien. Alors, c'est Eric ou Jacob? C'est Eric ou Jacob? C'est Jacob. C'est Jacob, d'accord. C'est Jacob. Alors, Jacob, tu peux dire bonjour à Amy, qui sera charmée de ton salut, et à David Jonathan. Bah ouais, j'ai jaloux. Très bien. Bonsoir les Ray. Les quoi? Bonsoir quoi? Les Ray, ça veut dire les frères. Ah, d'accord. Ok. Bon, nous t'écoutons, Jacob. Alors, j'ai écouté votre débat sur les nouvelles formes de cellules familiales. Oui. Et en fait, je me suis pas mal reconnu là-dedans parce que je suis quelqu'un d'un peu particulier, moi aussi. Je suis homosexuel. Alors là, tu vois, tu crées une différence. Tu dis je suis particulier. Non, tu es normal. Mais les gens autour de moi veulent que je me sente particulier, justement. Mais tu n'es plus particulier. Tu as le droit de te marier, tu sais reconnu, il y a plus de différence. Bon, c'est bien sûr. C'est un crime depuis longtemps. C'est plus un crime, non, c'est plus une différence. Ce n'est plus considéré comme une maladie, tout va bien. Je sais bien, et merci de me rassurer par rapport à ça, mais je sais qu'il y a toujours des clivages dans cette société injuste. Et sérieusement, je voudrais en fait témoigner de quelque chose ce soir à l'antenne, c'est que je pense pouvoir épouser un homme à main nue, sans rigoler. Très bon. Ouais. Je pratique le couple depuis maintenant 6 ans, l'homosexualité en parallèle depuis 7 ans, et je pourrais. Là, je suis actuellement en couple depuis 4 ans, 1m87 pour 86 kilos, et j'ai un amour de fou, une affection identique à mon écoute. J'ai juste à attendre qu'il me charge, l'embrasser et lui mettre des bons bisous sur la bouche. Je ne lâcherai pas, et à moindre erreur, le mec est amoureux. Il y aura toujours des homophobes ici pour penser que c'est impossible. Mais rien n'est impossible avec de la volonté déjà, les amis. Et de deux, c'est pas avec les normes sociétales que les homophobes feront quoi que ce soit. Parce que n'importe quel homme, un minimum entraîné, peut recevoir l'amour de son prochain déjà. Et même d'un autre. Avec un mariage, c'est pas forcément plus compliqué, ça demande juste de la technique. Oui, bien sûr, mais quand on veut quelque chose profondément, franchement, j'ai déjà entendu, on l'aura. Avec pas les mêmes mots, mais... Voilà, tu vois, tu rappelles à Amy quelque chose qu'elle a déjà un peu... J'ai écouté l'émission il y a 2 semaines, il y a 2 semaines. Je suis très ému. J'ai vraiment l'impression d'être amoureux pour une fois dans ma vie. No fake. C'est bien. C'est merveilleux. Raconte. Et raconte. Et tu as le droit d'être amoureux maintenant. Et c'est reconnu. Et tu peux te marier. T'as toujours eu le droit d'être amoureux. Et tu peux même ne pas te marier. Hein. Tu peux le garder en maître. Il a toujours eu le droit d'être amoureux. Hein. Oui. Personne n'a le droit de me refuser ça, c'est sûr. Personne n'a jamais eu le droit, depuis légalement. De toute façon, c'est impossible. C'est pas quelque chose qu'on peut vraiment interdire. Un sentiment, on le ressent pas. C'est pas vraiment de l'ordre. Ah oui, c'est pas. On ne rentre pas dans la tête des gens, pas encore. Mais je veux dire au niveau légal, au niveau de l'amour. Tout oui. Mais j'ai pas compris cet ours, il s'appelle comment? Il s'appelle Célestin et il nous écoute. Ah, Célestin, le célèbre Célestin. Je le connais bien, moi aussi, bien sûr. D'accord. Bon, à part ça, qu'est-ce que vous donne un petit peu cette idée, cette évolution de
la plurisexualité qui est acceptée aujourd'hui. Bon, Eric, c'est pour toi. Ouais. Voilà, oui, Eric, on t'écoute. Ah, ok. Eric, après toi. Eric, c'est mon tour. Oui, c'est bon. Non, moi je voulais réagir par rapport à Dorian, la dernière personne qui est passée avant la musique. Oui. Je tenais à... J'imagine qu'il écoute encore. Sûrement, oui. J'espère en tout cas. Sûrement, oui. Le fait est que j'ai écouté l'homélie du père Dorian et j'en suis encore un peu ébloui, vous voyez. Ah bon. D'un côté, il y a les gentils. Les gentils homosexuels qui aiment la diversité, et de l'autre côté il y a les méchants qui sont hétérosexuels et qui font des manifestations contre le mariage pour tous. Tous les hétérosexuels n'ont pas fait de manifestation contre le mariage pour tous. Il me semble que tous les hétérosexuels sont pas contre les homosexuels. Je vous en prie, juste laissez-moi finir. Je vous en prie. Je pense que je pense que dans sa définition de la chose, il n'y avait pas vraiment de... Il avait tendance à généraliser. J'aimerais bien remettre une nuance à sa généralisation. Je pense que cette personne-là parle d'un homme qui est hors sexe. C'est-à-dire un homme qui passe sa vie entre hommes et femmes. Mais soyons sérieux, ce genre d'homme n'existe pas à part Dorian. Je veux dire par là que il y a des gens, ils sont là depuis 1000 ans. Ils sont hétérosexuels depuis 1000 ans. Et je suis désolé, hein, mais ils ont encore envie d'être hétérosexuels pendant 1000 ans. Et ils n'ont pas envie d'être homosexuels. Mais personne Monsieur Dorian. Et excusez-les, mais ils n'ont pas envie d'être submergés. Ils n'ont pas envie d'être remplacés. Ils n'ont pas envie que leur père Dorian leur dise « Vous êtes des homophobes, vous êtes des nuls ». C'est un peu confus. Oui, ne pas les culpabiliser d'être hétérosexuels. Voilà. Oui, bien sûr. Mais c'est pas reconnaître le droit à l'homosexualité empêche personne d'être hétérosexuel. Moi, j'ai pas compris l'imminent, mais. Ouais, parce que oui. Enfin. C'est-à-dire, selon le père Dorian fait un clivage entre les homosexuels et hétérosexuels. C'est-à-dire que si on autorisait les homosexuels, il y aura plus que des homosexuels. Condamne tous les homosexuels d'une part, et d'autre part, les homosexuels empêchent les hétérosexuels. Ils ont peur que les homosexuels nous empêchent d'être hétérosexuels. C'est quoi le... Voilà, c'est quoi alors les homosexuels vont prendre le pouvoir et puis ils vont se venger des méchants hétérosexuels et puis alors du coup ils vont empêcher les hétérosexuels d'être hétérosexuels. Enfin c'est quoi le délire en fait? Donc c'est à mon tour et je continue. D'accord. Ah oui. Bien. Enfin je demande. Non. Le vrai problème c'est que lui semblait mettre une vraie fracture. C'est-à-dire que comme s'il y avait une opposition de fait. C'est-à-dire que les hétérosexuels qui sont là depuis 1000 ans, enfin, je veux dire, c'est un fait. Il y a toujours eu des hétérosexuels, il y a toujours eu des homosexuels depuis le début de l'humanité. Minorité. Oui. Ça a toujours été une majorité, une minorité, mais ça a toujours existé comme ça depuis. C'est la première fois dans l'histoire de l'humanité où l'on légalise l'homosexualité. Je suis pas sûr que ce soit la première fois dans l'histoire de l'humanité. Dans la Grèce antique, c'était. Il n'y avait pas de mariage reconnu. Il y avait pas de mariage. Mais bien sûr que non. C'est la grande différence, c'est qu'il y a le mariage. Oui, mais bon. On passait sa jeunesse avec des éphèbes et on avait des enfants avec sa femme, c'est normal. Ouais, mais c'était super malsain. Enfin, je préfère qu'on autorise le mariage homosexuel plutôt que quelqu'un vive une sexualité. Mais je crois, avec raison, ce que tu soulèves, et je crois que c'est le challenge qui est dans les années à venir, c'est le vivre ensemble. Il faudra apprendre à vivre ensemble. Qui est très important, que les hétérosexuels et les homosexuels cohabitent ensemble et les mêmes. Moi, il y a un truc qui me gêne un peu quand même depuis le début, c'est cette opposition entre homosexuels et hétérosexuels. Les gens, écoute, je vais aller dans ton sens, parce que de faire des groupes comme ça sociaux sur la base de leur sexualité, déjà, moi, je trouve ça très très dangereux. Un homosexuel, ça n'existe pas, un hétérosexuel, ça n'existe pas. Chacun fait ce qu'il veut. Les gens sont égaux dans leurs droits. Et dire qu'il y a les homosexuels d'un côté qui voudraient ça, les hétérosexuels qui seraient différents, pour moi c'est absurde. Voilà, c'est vrai que la question se pose. La société rentre dans une forme de binarité si on met les hétérosexuels d'un côté et les homosexuels de l'autre. Par exemple, je pense qu'on peut faire l'amour à un homme
mais ce n'est pas homosexuel tant que tu le regardes pas dans les yeux, par exemple. Par exemple. Et ça peut dépanner. Mais après, c'est un enrichissement culturel qu'il faut travailler, qui doit être sur le long terme. Oui, mais tu sais, je crois aussi, bon, c'est une réflexion comme ça, mais l'hétérosexualité et l'homosexualité peut se vivre aussi de façon complètement différente. Tu as des machos dans l'hétérosexualité, tu as des hommes moins machos qui sont hétérosexuels, tu as des homosexuels qui sont masculins, et tu as des homosexuels qui s'habillent en femmes, qui sont... Il y a des gens que tu regardes dans les yeux ou pas, tu fais comme tu veux. Donc il y a aussi des facettes un petit peu différentes. Mais je crois que la réflexion de David Jonathan est tout à fait vraie. Je crois qu'il faut dépasser la sexualité de l'individu. L'important, c'est l'individu. De réduire quelqu'un à son caractère sexuel, c'est quand même déjà un pas d'un... C'est le réduire quelque part, bien sûr. Qu'en penses-tu ? Je trouve ça fort intéressant, chef. Vraiment, c'est ça, en fait. Plus on crée des tiroirs, et moins il y a de vivre ensemble. Oui, absolument. Parce qu'on devrait tous être dans la même grande étagère, quoi. Exactement. Le même grand bateau. Oui, ce serait le rêve, mais bien sûr. Et on est tous sur le même bateau. Et chacun fait ce qu'il veut et merde. Voilà. On est tous dans le même humeur. Mais on est tous sur la même planète, sur le même bateau, et il faut qu'on vive ensemble. Et on faut pas se réduire à des questions de couleur, à des questions de religion, à des questions de sexualité, qui sont tout à fait accessoires, si tu veux, par rapport à l'intéressant de la richesse de l'individu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'on soit... Mais c'est une problématique qui est vraiment globale, et pour l'instant... On se pose la question dans nos pays du Nord développés, mais il faut que ces thématiques-là touchent des gens, qu'ils habitent ou à Chipiona, ou à Paris, ou à Pékin. C'est un grand débat global qui est en train de naître, que nos sociétés connaissent, et si mère chef, ils arriveront à aller jusqu'au bout, quoi. Oui, mais c'est ça, c'est vrai, c'était un débat qui avance. C'était un débat qui avance, mais c'est une mutation tellement complexe et tellement longue à faire que, bon, admettons qu'en Europe de l'Ouest, on soit plus évalué, qu'on aille plus vite, admettons, mais au fin fond de l'Afrique, au fin fond de la Malaisie, au fin fond de la Chine, ça va mettre combien de siècles, combien d'années pour que ce soit prioritaire, en fait. Ça n'existe pas, c'est pas du tout prioritaire. Si, c'est prioritaire pour les gens qui subissent une discrimination et qui peuvent pas vivre comme ils l'entendent, mais je pense que socialement ils ont d'autres urgences. Oui, mais le dossier se constitue, mais il se constitue prioritairement là où sociologiquement et économiquement il y a une certaine stabilité qui a été mise. Oui, je comprends. Voilà. Bien, écoute, bon, je vais essayer de faire passer le maximum de monde. Merci de vos interventions à vous deux. Merci beaucoup, vous êtes les bienvenus. J'aimerais juste... oui, vas-y, je t'en prie. Faire la bise à Guéridon, déjà. D'accord, écoute, ça lui fera plaisir. La clé USB est prête et que Papy Tricot n'est pas le leader. Bon, ok. On s'arrête là et on se dit bonsoir. Allez, bonsoir, à bientôt. Est-ce que moi je pourrais juste passer un petit message ? Vas-y, s'il est pas trop subversif, Non, moi je ne fais pas partie de cette bande de sales gosses. D'accord, je comprends. Non, je voulais juste dire que la mondialisation, le métissage, tout ça c'est une connerie et qu'il y a un moment il va falloir qu'on reprenne les devants et que tous ensemble nous travaillons à la remigration. Voilà, c'est tout. C'est-à-dire, attends, qu'est-ce que tu entends par là ? De recultiver sa différence ? De recultiver sa particularité plutôt que sa différence. C'est con, on était bien parti. Non, je parlais de remigration, mais bon, après, c'est chacun. Toi, tu veux aller où ? Moi, je reste en France, et puis tout le monde rentre en Afrique. T'es sûr que t'es 100% français ? Moi, je suis 100% français. De toutes les arrière-grands-parents. T'as fait des tests J'ai fait mon arbre généalogique, le plus loin, c'est la Bretagne. Donc, bon. En quelle année ? En quelle année ? En quelle année on est? Non, parce que franc, déjà, rien que dans français, les francs, c'était un peuple d'Allemagne, non? Jusqu'à l'an 1000. Mais bon, après, chacun.
Bon, allez, merci de vos appels en tout cas. Allez, il y a du monde à passer. Merci, bonsoir à vous. Allez, à bientôt. Au revoir. Bonsoir. Bon, allez, bonne soirée. Merci, bonsoir à tous. Voilà, je reprends, je vais repasser 2 auditeurs avec nous. Voilà. Allô. Il y en a un qui a coupé. Allô? Oui, bonsoir. Oui, bonsoir. Attends, je prends quelqu'un d'autre. Oui, allô? Allô? Bon. Oui, qui est à l'antenne, là? Alors, moi, c'est Henri. Henri, oui. Henri, d'où nous appelles-tu? Je viens de Rouen. De Rouen, très bien. Et comment voudrais-tu participer à notre débat? Personnellement, je suis bisexuel, donc je pense être en avant par rapport aux autres qui parlent du sujet. Oui. Et tu te sens différent d'être bisexuel? Bien évidemment. Je regarde les gens quand tu leur dis, c'est pas pareil. Ah bon? Bien. Ne crois-tu pas que justement ces nouvelles dispositions légales ne t'offrent pas la liberté de d'exprimer ta façon d'être, ta façon de vivre et de l'oublier par rapport aux autres comme une différence? Moi, j'ai pas honte de ce que je suis, moi je m'exprime. C'est les autres qui te regardent mal, c'est forcément le cas. Oui. C'est vraiment le cas, souvent, très souvent. Ah bon, d'accord. Oui. J'ai pas compris, c'est quelque chose que tu revendiques particulièrement ou si... Non, si on me demande, je dis que je ne suis pas hétérosexuel. Ouais. Et ça se passe mal. Ça se passe pas mal, parce que souvent les gens disent rien, mais on le sent au regard, tout de suite. Ça se voit. Ça se voit quand quelqu'un ne comprend pas. Non, mais comme le disait justement le précédent intervenant, faut pas le regarder dans les yeux. Ça passe beaucoup mieux. On ne peut pas parler à quelqu'un sans regarder dans les yeux. T'as ton haut-parleur d'allumer? Il y a un problème là, on t'entend très mal. La communication passe mal. Si t'as un haut-parleur, il faut l'éteindre. Si tu as la radio d'allumer, ça nous fait un petit larcène. Ouais, c'est bon. J'en ai haut-parleur. Voilà, c'est mieux. Vous êtes combien là? Moi, je suis présent. Je sais pas si vous m'entendez. Ouais, on t'entend. Mais t'es tout seul parce que si t'as un haut-parleur, t'étais tout seul ou t'es avec du monde? Ah moi, non, tout seul là. Je suis tout seul. C'était juste pour c'est pratique pour moi. Okay. Je vais enlever, c'est bon. Ouais. Voilà, c'est bon. Donc, tu es bisexuel, tu as du mal à vivre, à avouer, à exprimer cette bisexualité. Tu sens une différence dans les yeux des gens. Tu es toujours avec nous? Bon, écoute, je coupe la ligne là. Je crois qu'il y a un problème de liaison. Vous m'entendez? Vous m'entendez très bien. Bon, là, je t'entends. Bon, je te posais la question. Donc, pour résumer, tu es donc bisexuel et en avouant cette bisexualité, tu sens une différence, voire une condamnation dans le regard et dans l'expression des gens. Vous parlez à qui, en fait? J'ai entendu certaines personnes odieuses. Mais vous êtes combien sur l'antenne, là? Il y a moi et quelqu'un d'autre, je crois. Alors, qui est le quelqu'un d'autre? Il y a Henri. Bon. C'est moi, Paul-Éric. Ah, Paul-Éric, voilà Paul-Éric. Bonjour Paul-Éric, tu appelles d'où et que veux-tu nous dire? J'appelle de Sarthe, moi. De Sarthe, d'accord. Et quelles sont tes réflexions par rapport au débat de ce soir? Moi, après, j'entends pas mal de gens qui se plaignent et tout ça, d'avoir été maltraités, qui étaient homosexuels et tout ça, mais après, je pense que tous les gens qui disent ça d'eux, en fait, c'est des cerveaux malades, quoi. C'est le journal qui a un problème, quoi. Menteur, pharisien. Ah non, je pense pharisien. Pas. Non, je pense que c'est les gens qui ont un problème, en fait, parce que après, j'ai honte d'entendre ça. J'ai honte. Mais c'est la gauche, en fait. On est passé de la rose au point à la fistinière, et puis voilà, donc c'est toujours la même chose, quoi. Après, moi, franchement, c'est pas ma faute s'il y a des gens qui se définissent par une pratique qui consiste à pénétrer un anus. Hein. C'est un lieu ni sanctifié ni sanctifiable. Mais bon, après, voilà, c'est comme ça. Bien, écoute, chacun peut avoir son opinion. Je te remercie de ton appel et nous allons passer à d'autres auditeurs. Merci. Ariel Wiesman. Bonsoir. J'ai l'impression qu'ils se connaissent tous, en fait. Oui, bonsoir. Allô, m'entendez-vous? Oui. Bonsoir, allô, c'est Jean-Claude. Alors, Jean-Claude, oui, y a-t-il quelqu'un d'autre? Il n'y a que Jean-Claude en ligne? Il n'y a que Jean-Claude.
très bien. Eh ben, bienvenue Jean-Claude. Bon, bienvenue Jean-Claude. Bonsoir. Bonsoir Jean-Claude. Enfin, bonsoir moi. Voilà, bonsoir Jean-Claude. Bonsoir, donc tu es avec Amy et David Jonathan et moi-même. Très bien, bonsoir. Donc le sujet, c'était bien sur l'homosexualité, sur le mariage homosexuel, c'est ce que je peux comprendre. Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça, c'est sur l'évolution de la vie, non pas homosexuelle, mais de la tolérance, de l'acceptation des différentes sexualités. D'accord, très bien. Bien, moi j'aimerais juste parler justement de la différence, puis de l'acceptation justement de l'homosexualité qui se passe en Inde. Par exemple en Inde, quand il s'agit de l'homosexualité, ils plongent les enfants dans le Gange justement pour les prévenir d'une homosexualité plus tard et pour les inciter à faire des enfants, pour la fertilité, par exemple. Pour la fertilité, ils les plongent dans le Gange. Alors, à ce moment se pose la question, je veux dire, est-ce qu'il y a effectivement quelque chose de sacré dans le Gange, qui est quand même, il faut le dire, le fleuve le plus sale du monde, il faut le dire quand même. Oui, ben c'est là où on met les morts, oui, bien sûr. Voilà, voilà quand même. Et puis, voilà, il y a quand même beaucoup d'autres choses qui se mettent dedans. Enfin, c'est pas que les morts. Hein. Ne crois-tu pas, quoique l'Inde n'est pas un bon exemple au niveau de la pérennité de la race, mais justement, ces besoins de procréation, au départ, c'était quand même pour développer la race humaine, pour qu'il y ait plus de monde. Mais moi, je pense que le Gange, justement, c'est quelque chose de sacré. Et à ce moment-là, on peut se poser la question... aujourd'hui, à ce moment de nous qui ne sommes plus dans le sacré, qui sommes des athées, finalement aujourd'hui on est dans l'athéisme le plus primaire aujourd'hui en France, c'est une réalité, on est une république laïque avec beaucoup de laïcité, avec beaucoup d'athéisme partout. Je pense, j'avais vu un sondage où il y a beaucoup de gens qui se déclaraient athées. En Inde, par exemple, ils sont très religieux, ils sont encore extrêmement religieux et eux, leur religion leur dit il faut plonger les enfants dans le Gange pour les prévenir de l'homosexualité. À ce moment-là, est-ce que chez nous, ça ne peut pas nous poser une question ? Est-ce qu'il ne faudrait pas faire d'une certaine manière la même chose ? Est-ce qu'il ne faudrait pas revenir à une certaine religion ? Est-ce qu'il ne faudrait pas... Est-ce que l'athéisme est un problème finalement ? C'est ça, moi je me vois la question de ce côté-là. C'est l'athéisme qui provoquerait l'homosexualité ? Parce qu'il n'y a pas d'homosexuels en Inde, c'est bien connu. Il y en a peut-être, mais j'essaye de voir justement le parallèle entre l'Orient et l'Occident. Est-ce que l'Orient serait devant nous, finalement, dans une certaine mondialisation, dans un certain avenir, ou est-ce que l'Occident serait devant ? Quel est le peuple qui est finalement le plus en avance sur son temps ? Est-ce que ce serait l'Orient ou l'Occident ? Certaines organisations féministes n'hésitent pas à dire que c'est l'Orient, par exemple, en montrant la culture musulmane. Je suis pas sûr qu'en Inde, les féministes soient très heureuses de ce qui se passe en Inde. Il y a des viols en pagaille qui sont absolument pas réprimés. Et, je crois que l'Inde n'est pas un bon exemple. Pourtant, je les entends pas en France. C'est ça le problème, c'est qu'en France, il faut lire la presse. Moi, les diverses associations féministes que je connais ici sont toujours là en train de soit se plaindre pour des harcèlements de rue que je comprends très bien, ou soit faire des publicités pour Samsung d'un autre côté. Enfin, il y a des féministes qui font des publicités qui se recyclent dans la publicité d'une certaine manière, mais j'en vois très peu finalement parler de ce qui se passe en dehors de la France. Or, ce qui se passe en France, je veux dire, les hommes et les femmes sont égaux en France. D'une certaine manière, on n'a pas de grande lutte à mener. Effectivement, il y a le salaire. C'est vrai. Le salaire, c'est vrai, c'est très important. Il y a une lutte à mener sur le salaire. Mais en dehors du salaire, il y a des luttes beaucoup plus importantes dans d'autres pays où les femmes se font battre, où les femmes il y a un moment donné où les luttes appartiennent aux femmes de ces pays-là aussi. On peut pas s'immiscer dans les luttes des pays des autres. Quand elles ne peuvent pas parler, qu'est-ce qui se passe ? Non, mais je veux dire, si elles demandent de l'aide, on peut être là, mais on peut pas s'immiscer à dire aux femmes, vous devez être... il y a un moment donné, c'est aussi aux femmes... Si tu t'émancipes par toi-même un petit peu aussi... Même si, oui, mais quand on est émancipé avec un foulard sur la bouche et un. Ouais, mais en même temps, c'est comme quand on va balancer des bombes en Irak en leur disant, on va vous mettre la démocratie, quoi. Ah oui, je suis d'accord. Bien sûr que oui. Voilà, donc à un moment donné, je sais pas, c'est une opinion. Après, mes opinions sont pas forgées à 100% sur ces sujets. Je suis d'accord. Mais moi, ce que j'essaye de dire, c'est que le combat féministe, de la même manière que le combat communiste, d'une certaine manière, est mondial. C'est la révolte des peuples, finalement. Tout est mondial à l'heure actuelle. Voilà. Tout est mondial. Les luttes sont mondiales. C'est la révolte des peuples. Voilà. Les luttes, d'une certaine manière, sont mondiales. Or, pourquoi
les associations, les fédérations... Mais qu'est-ce qui te fait dire que les féministes en France se préoccupent pas du sort des femmes dans le reste du monde? Oui, parce que je crois que c'est pas vrai du tout. C'est ça le problème, c'est que je n'en vois pas. Or, moi, j'aimerais bien en voir, justement, voir demain une manifestation pour ça. On n'en voit pas. Je pense que si on cherche bien, on va en trouver pas mal. Il suffit de rejoindre Amnesty International. Il y a souvent des mouvements qui sont organisés en solidarité avec des femmes dans les autres pays du monde. Et je pense qu'il y a de quoi faire. C'est quand même assez paradoxal. Aujourd'hui, je veux dire, en France aujourd'hui, il n'y a pas énormément de mouvements qui se battent finalement pour ce qui se passe en dehors de France. En France, oui. Ah oui, en France, je dis pas le contraire. Il y a effectivement des mouvements qui se battent pour ce qui se passe en France. Il y a quand même, il y a des mouvements qui essayent de prendre en cause un petit peu les problèmes du monde qui sont hors des frontières. Beaucoup d'associations sur le plan, elles vont peut-être sur le terrain ailleurs et elles n'en parlent pas forcément en France parce que c'est pas en France que le sujet est à ce moment-là. Elles vont peut-être aider d'autres femmes sur le terrain ailleurs. Je lève peut-être des fonds ici pour pouvoir, mais médiatiser pourquoi en même temps, puisque je vois pas pourquoi est-ce qu'on médiatiserait en France des luttes enfin, elles sont médiatisées de toute façon. Moi, j'ai vu quand même pas mal de choses à la télé sur la condition des femmes ailleurs qu'en France, sur les luttes féministes ailleurs qu'en France. Et je pense que je comprends pas. Je pense que t'es juste pas renseigné sur ce fait-là, quoi, finalement, parce que je pense que moi non plus d'ailleurs, mais. On peut prendre les Femen simplement. Les Femen, elles ont fait des interventions. Aujourd'hui, elles interviennent à Paris, à Londres, en Tunisie. Je peux me permettre, comme le dit Amy, je crois, c'est justement, on peut pas tellement s'immiscer d'une façon sans qu'il y ait une demande de la part des personnes, parce que ce besoin de féminité, de féminisme, si tu veux, peut correspondre à une certaine maturation, une certaine maturité, une certaine demande, une certaine réalité. Oui, mais là, je vais rejoindre notre auditeur. Tu peux pas non plus espérer d'une femme qui est enfermée chez elle à double tour, qu'elle réclame de l'aide à un pays étranger, quand même. Je veux dire, on est quand même dans un projet d'université de droit. L'égalité des droits, elle doit se porter partout dans le monde. Ça s'impose pas non plus. Il faut quand même qu'il y ait un minimum de demande. C'est le projet de la révolution en France de porter. Tu crois qu'on peut imposer notre notion de la liberté à d'autres? Il faut quand même qu'elle soit demandée. C'est notre notion de la liberté. Il faut qu'il soit ouvert pour la recevoir, sinon ça marche pas. Mais oui, il faut qu'il la réclame quelque part. Tu peux pas imposer la démocratie à un pays qui en a pas envie. Il s'agit pas de l'imposer, il s'agit simplement d'aller militer pour, bien sûr. Oui, militer, d'accord, mais tu peux militer, ça. Mais là, pour rejoindre un plan politique, n'est-ce pas, est-ce que ça n'a pas été une erreur d'imposer une démocratie, des régimes démocratiques dans des pays qui n'étaient pas du tout prêts à recevoir ce genre de choses? Toutes les républiques arabes se sont cassées la gueule, il n'y en a pas une qui a marché parce que ce sont des pays qui n'étaient pas prêts dans les structures et qui n'avaient pas ces demandes. C'est juste je sais pas s'ils sont prêts ou s'ils sont pas prêts, mais c'est à eux de le faire surtout, c'est pas à nous, quoi. C'est pas à nous de leur imposer, bien sûr. Voilà. Bien sûr, on n'avait pas. À partir du moment où il y a trop d'ingérence, ce n'est pas une démocratie puisqu'on est là pour leur dire ce qu'ils doivent faire, quoi. Mais ça tu remets en cause le problème du Proche-Orient. On n'avait pas à intervenir en Iran, en Irak, etc. Leur imposer nos règles, etc. Ça ne marche pas du tout. On voit les drames que ça fait. Il faut que ce soit en bonne entente, quoi. En concertation avec eux surtout. Et bon, pour parler des femmes, il faut que ce soit aussi en concertation avec elles. On peut pas leur imposer le non-port du voile si elles souhaitent porter le voile. Pourquoi voilà. Jean-Claude, qu'en penses-tu? Excuse-moi. Moi, franchement, ce que j'en pense, c'est que effectivement, il y a des ingérences qu'il ne faut pas faire à l'étranger. C'est une réalité, oui, mais il y a des ingérences que certains se permettent de faire. Par exemple, des associations se permettent de faire des ingérences dans des autres pays, se permettent de créer des révolutions colorées, par exemple, se permettent de soutenir, pas de créer, mais de soutenir des révolutions. Ça, on a le droit de la soutenir. Hein. Voilà. Ça reste un problème, ça reste une ingérence. Or, on peut quand même encore dire qu'on est d'accord ou qu'on n'est pas d'accord avec une révolution. Enfin, la soutenir, ça dépend. Soutenir dans quelle mesure? Est-ce que tu la soutiens financièrement ou juste tu la soutiens moralement, quoi? T'as le droit de soutenir moralement ce que tu veux, quoi. C'est pas. Or, le soutien moral se transforme très vite en soutien financier.
très très rapidement. Après, on l'a remarqué. Oui, un soutien financier, c'est comme apporter des armes pour une révolution. C'est ça, c'est apporter des moyens. Voilà, c'est ça, c'est apporter des moyens finalement. Or, c'est quand même un problème que des démocraties, des pays occidentaux finalement, parce qu'on n'est pas tous des démocraties, il y a des pays occidentaux qui ne sont pas des démocraties. Les pays occidentaux amènent leur soutien financier, moral, militaire parfois, à des pays ou des rébellions dans des pays, des factions qui sont en guerre face à leur propre gouvernement. C'est quand même un problème d'un côté qu'il y ait des pays justement qui se mettent d'un côté et qui disent dans un pays, nous sommes en faveur de cette rébellion, nous sommes en faveur de tel ou tel pays, voilà. C'est quand même un problème. C'est incroyable. En même temps, non, ça se comprend parce que on a des accords commerciaux avec ces pays-là et qu'à un moment donné, on essaye de protéger nos accords commerciaux. Quand on sait qu'il y a un pipeline qui traverse un pays, on veut quand même continuer d'avoir accès au pétrole parce qu'en même temps ils veulent continuer de nous le vendre. Il faut bien être d'accord là-dessus. Donc on est obligé de garder des contacts avec ces pays-là. C'est pour ça, oui, il y a des contacts avec ces pays-là bon, on en profite tous. Si on veut, on peut arrêter d'utiliser du pétrole et à ce moment-là, on n'aura plus de sang sur les mains, quoi. Oui, mais on l'utilise tous. Dans ce cas-là, on garde des contacts avec des pays qui sont contre les droits des gays, des lesbiennes. Et malheureusement, on est obligé de composer avec, mais bien sûr, hélas. Mais c'est le problème. C'est de là l'ingérence. Bon, mais après, il y a quelque chose entre soutenir tel ou tel parti et envoyer carrément nos armées, comme ce qui s'est passé en Irak, c'est d'avoir renversé un dictateur, d'avoir envoyé l'armée directement, nos armées là-bas pour occuper un pays, parce que là c'est une question. On n'a pas été en Irak. La première fois, pas la deuxième fois. La première guerre d'Irak avec Bush père, on y a été. La deuxième guerre d'Irak, Chirac a pas voulu y aller. Mais bon, quand je dis on, c'est l'Occident, parce que même si la France n'y a pas été, ça reste. Moi, je vais vous dire, de toute façon, le problème, ce n'est pas le cheval, ce sont les règles du jeu, comme on dit finalement. C'est-à-dire que c'est pas tellement le président de tel ou tel pays qui décide. Finalement, c'est tout l'Occident qui décide en lui-même. Ouais, donc, mais non, parce qu'à un moment donné, quand on dit tout l'Occident, le truc c'est que tout l'Occident, est-ce que moi je suis l'Occident, toi t'es l'Occident, mon voisin c'est l'Occident, mais nous on n'a rien décidé. Tu vois, c'est à un moment donné, il faut quand même arriver à trouver de qui on parle. Exactement, parce que moi j'ai pas voulu que mon pays aille faire la guerre au Mali. Moi on m'a pas demandé mon avis à ce moment-là. Donc quand on dit l'Occident, c'est bien large quand même. Tu as quand même une responsabilité en tant que citoyenne française. J'ai une responsabilité. Qui te représente. Il y a eu des élections. Oui, mais quand il y a des élections, quand j'ai voté Hollande, il m'a pas dit qu'il allait faire la guerre là-bas. C'était pas dans le programme, hein. Oui, mais justement, c'est le fait de continuer de voter pour finalement toujours les mêmes. C'est la réalité. Voilà. Oui, mais en même temps, même si on vote pour d'autres, ils feront la même chose parce que je suis pas sûr que ça se passe exactement à ce niveau-là, en fait. Mais moi, je voudrais revenir sur l'universalité, je vais y arriver, des droits. Est-ce que toi, tu penses qu'on devrait soutenir à l'étranger des associations, des mouvements pour les droits de l'homme qui sont, par exemple, favorables à l'égalité homme-femme, aux droits des gays, etc. Moi, ce que je pense honnêtement, c'est que aujourd'hui, on est face à une société où, honnêtement, si les hommes sont des sous-hommes aujourd'hui, je veux dire, c'est parce qu'ils acceptent d'un côté le salariat et les embouteillages dans la société occidentale. Voilà. Moi, perso, j'ai jamais accepté le salariat ni les embouteillages. C'est parce que je suis un être humain encore, Voilà. Mais ça, c'est dans la société occidentale. Maintenant, dans la société orientale, c'est un comportement qui est très différent. Voilà. C'est un comportement où on est face, non pas à un capitalisme, mais finalement à une société qui est, d'une certaine manière, un petit peu communiste, voilà, où on a des gens qui sont encore des surhommes, finalement. Un petit peu communiste. Qu'entends-tu par cette affirmation? Un petit peu communiste, c'est-à-dire un petit peu... qu'est-ce que tu sous-entends comme action derrière ce terme? On a encore des gens finalement qui pensent par eux-mêmes. Voilà. Ça, la réalité, on a encore des gens qui pensent par eux-mêmes,
qui arrivent à se rebeller finalement, à être un peu plus au-dessus de la masse, hein, qui arrivent à être un peu plus au-dessus de la masse. Donc à partir de là, des gens qui peuvent, par exemple, reprendre qui peuvent faire des boulots un petit peu ingrats, qui peuvent prendre des paelleras qui ont traîné toute la nuit dans la mer, par exemple, faire des boulots de cuistot. Voilà, des boulots de cuistot où ils prennent les paelleras qui ont traîné toute la nuit dans la mer, où il y a la moitié qui sont partis dans le rivage, voilà, et puis ils prennent la moitié, puis ils se font engueuler par leur patron par la suite. Voilà, c'est ça la réalité. Mais ne crois-tu pas, justement, il y a une liberté d'expression et d'action qui augmente, qui est de plus en plus importante au jour d'aujourd'hui. Bien sûr, on est obligé on est noyé dans une masse, on est obligé de suivre un formatage, une façon de vivre que nous impose la société, mais nous avons quand même toujours la liberté de dire non, la liberté de ne pas accepter. Non, on n'a pas cette réalité. Est-ce que le plongeur tamoul ou le balayeur malien a finalement cette réalité ? Non, il ne l'a pas. Il est immigré en France, il n'a pas le choix. Voilà, il se contente d'être là et puis de faire son boulot, mais il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix de dire s'il est pour ou s'il est contre. Non. Et en Orient, on l'aurait ? Mais en Orient, on ne l'a pas, mais en Orient, on a des couilles. Voilà, ça la différence. Ouais, voilà. Moi j'ai le souvenir quand même d'avoir vécu un peu au Népal et il m'a semblé quand même que la société était extrêmement hiérarchisée et que c'était beaucoup plus compliqué que tu nous l'expliques. Ouais, moi les castes par exemple, c'est des choses qui existent encore, qui sont illégales et qui se pratiquent de façon courante dans chaque maison népalaise. C'est-à-dire qu'en fait il y a une inégalité de fait à la naissance. Mais au bout d'un moment, le fait est que ce n'est pas l'inégalité qui est à la naissance, c'est qu'est-ce qui va se passer au moment où on va grandir. C'est ça. Est-ce que quand on va grandir, on va réussir à s'accomplir ? C'est-à-dire, est-ce qu'on va réussir à sortir le meilleur de soi-même ? Est-ce qu'on va réussir à avoir un emploi qui va nous permettre de monter finalement les échelons sociaux ? Ou est-ce qu'on va rester au bas de l'échelle et puis être au RSA et puis faire hop, les esclaves, aller bosser pour moi pour 460 € par mois ou je sais pas combien. Enfin voilà, c'est ça le réel problème. C'est est-ce qu'on a le choix ? On a toujours le choix d'être en haut ou en bas. La réalité, c'est est-ce qu'on en a envie ? Non, c'est ça. C'est est-ce qu'on a envie d'être en haut ou en bas ? C'est ça le problème. Alors, aujourd'hui, malheureusement, avec tous les problèmes qui arrivent, la quasi-totalité des gens sont démotivés. Ils se disent non, je veux rester en bas, non, je ne veux pas monter parce qu'ils sont démotivés. En même temps, il n'y a pas de la place pour tout le monde, j'ai l'impression, en haut. Hein. Et c'est la compétition, c'est le problème de la compétition. Et en même temps, on fait quoi des autres ? Parce qu'il n'y a pas de la place pour tout le monde, on fait quoi des autres ? On les laisse crever, on fait quoi ? On leur donne rien, puis on leur file nos petits restes, on fait quoi ? Non, la réalité, ce n'est pas de leur filer nos petits restes. Non, mais parce que je pense pas qu'il y ait de la place pour tout le monde au sommet, quoi. Ah non, bien sûr. Voilà, on est d'accord. Il y a une espèce d'échelle de hiérarchie plus ou moins, enfin j'en sais rien, je sais pas de quoi on parle exactement, en vrai dire. Le problème en France, c'est que dès qu'on parle de riches finalement, de richesse, il y a comme une chape de plomb comme ça qui tombe comme de boucles blondes, n'est-ce pas, sur la richesse, hein, sur le sujet. Voilà, il est interdit de parler de richesse ou du fait qu'on est riche ou quoi que ce soit. Voilà, moi ce que je pense réellement, c'est que il faudrait permettre un revenu universel pour chacun, de manière à s'émanciper, de réussir à s'émanciper du travail, et puis après pouvoir retrouver un travail. Oui, mais là, tu as abordé des sujets tout à fait intéressants, mais qui débordent un petit peu de notre sujet de ce soir. Il est vrai qu'en France, nous avons particulièrement, nous avons un rapport à l'argent qui est différent que des pays saxons. Nous avons donc des comportements différents. Mais là, je vais me permettre un peu d'arrêter parce que notre débat de ce soir n'évoquait pas un peu ces sujets. D'accord. Je te remercie en tout cas de ton intervention. Tu es le bienvenu. Excuse-moi François. Non, mais je t'en prie. Merci de ton appel en tout cas. Il y a d'autres appels. François, je veux dire un dernier truc. Excuse-moi François. Je suis pour les petits bras de Mademoiselle L et je suis contre les petits bras de Monsieur M. Voilà, c'est tout ce que je voulais dire. Merci François, bonne soirée. Très bien, écoute, merci et à bientôt en tout cas, bonsoir. Voilà, bonsoir. Allô, m'entendez-vous ? Allô. Oui, j'entends très mal là, j'entends très mal. Vous m'entendez ? Non, pas très bien. À peine. Là, vous m'entendez, c'est bon ? À peine, plus fort, il faudrait monter le son ou quelque chose. Ok, alors attendez, 2 minutes. Voilà, attendez. Là, c'est mieux ? Ouais, c'est mieux. C'est mieux.
Attendez, j'essaie de prendre une autre ligne. Allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, alors, bon, nous sommes 5 personnes en tout. Il y a donc Amy, David, Jonathan et moi-même. Bonsoir, Amy. Alors, à qui avons-nous la joie? D'une part. De moi, c'est Marcel de Saint-Brice. Bonjour Marcel, on se connaît bien sûr. Oui, je me rappelle. Et l'autre personne? Et l'autre personne, c'est qui? C'est moi, c'est Jawad. C'est Jawad. D'accord. Bien, on vous écoute, Jawad et Marcel. Alors, moi, j'étais venu parler du coming out, mais vu de la part d'un père. Oui. Oui, puisque je vous avais raconté le coming out de mon fils l'autre fois. Oui. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, absolument. Oui, voilà. Et il y avait eu comme une espèce de chape de plomb d'un coup. Et c'est vrai que c'était très émouvant comme moment. Car mon fils a voulu bien faire et m'expliquer en des termes très compliqués, en faisant appel, vous savez, à l'histoire, à la sociologie. Et moi, je lui dis, c'est quoi ce discours? C'est un discours... moi, je parle à des gens qui s'expriment simplement et qui ont envie d'être compris. Et qui ne sont pas là pour faire une démonstration verbale. Enfin, en employant des termes qui ne veulent rien dire. Il m'a parlé de verticalité, de transcendance et je ne sais quoi. Alors moi, je lui ai dit juste, sois simple, dis-moi les choses. Et alors, a-t-il réussi à t'exprimer les choses, c'est-à-dire qu'il voulait vivre heureux d'une façon différente, c'est tout? Mais évidemment. Mais vous savez, aux Antilles, c'est assez mal vu. C'est pour ça qu'il craignait de venir m'en parler. Oui. Lui, il n'est pas dans les clichés, voyez-vous. Par exemple, il jouait au football, il était meneur numéro 10. Et c'était vraiment un très très bon joueur. Bien, oui. Voilà, donc je lui ai dit, nous ne sommes pas en Corée du Nord. Ce qui voulait dire que tu acceptais cette différence. Exprime-toi. Oui. Comme nous disons chez nous, yes, we can ridon de guéridon. Oui. C'est quoi? C'est une évacuation de guéridon, ça? En gros, ah non, ça sonne... Non, yes, we can, we don't, de guéridon. De guéridon. Ah oui, d'accord, ok, bien sûr. Et alors, donc, qu'a donné, avec maintenant le recul, ce coming out, comme tu l'appelles, c'est-à-dire cette confession, que t'a fait ton fils? Eh bien, il est très heureux. Et moi, je suis heureux pour lui. Je préfère qu'il soit heureux et qu'il s'exprime qu'il se cache plutôt. Ben voilà, tu illustres tout à fait le propos que nous tenons, c'est que ça permet la liberté, ça permet l'expression et le bonheur des gens. Absolument pas, ce n'est absolument pas une décadence. Bien, bah écoute, merci de ce témoignage. Et Jawad, là, tu nous appelais à quel sujet? Ce type est un symptôme. Pardon? Oui, Jawad. Jawad, nous t'écoutons. Jawad. Il a oublié qu'il s'appelait Jawad. Bah, je crois qu'il nous a quittés. On peut dire que les abrutis se scratchent d'eux-mêmes. Hein. C'est possible. En tout cas, Marcel, bonne soirée, merci de ton appel et à bientôt, j'espère. Bonne soirée. Bonne soirée, au revoir. Voilà, nous reprenons 2 autres auditeurs. Allô. Ouais, bonsoir. Bonsoir, je m'appelle Christian. Oui, bonsoir Christian. Oui, bonsoir. Je voudrais réagir à ce qui s'était passé la semaine dernière. Oui, vas-y, je t'en prie. Donc, je me présente, je suis avant tout un républicain. J'aimerais élever le niveau intellectuel du débat, s'il vous plaît. Vas-y, élève le débat intellectuel. C'est sans doute assez présomptueux, mais bon, compte tenu des maigrichons déguisés en clowns qui viennent de passer à l'antenne, je pense que c'est pas un objectif très assez envisageable, on va dire. Alors, exprime-toi plus simplement et plus clairement. Ce qui veut dire. Ouais. Ce qui veut dire, résume et synthétise ta pensée. Allez, on ne comprend rien. Oui, allô? Bon, il y a un problème de... Merci de vos appels en tout cas, je prends 2 autres personnes. Voilà. Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui. Ah, c'est coupé, excuse-moi, j'ai coupé. Oui, bonsoir. Oui, allô? Oui, allô, bonsoir. Oui, bonsoir. Pour plutôt rebondir sur le sujet de Alan Turing.
Oui, vas-y, je t'en prie. Oui, en fait, Alan Turing était une connaissance à mon grand-père. Donc pendant un peu avant la Seconde Guerre mondiale. C'est marrant que vous en parlez parce que je connais assez bien le sujet. Oui, parle-nous de lui parce que c'était un mathématicien et un savant de grand renom, un britannique. De grand renom parce que c'est grâce à lui que la guerre s'est arrêtée en 1945. Ah bon? De quelle façon? Il a empêché que la bombe atomique d'être réalisée, c'est ça? Non? Parce que grâce à il y a une machine allemande nommée Enigma, donc. Oui, ça me dit quelque chose. Oui. C'était, il a permis de décoder, je crois. Une machine qui décodait les codes des Allemands et ça dessinait les plans. C'était un système complexe avec plein de câbles. Enfin. Oui, il avait trouvé un moyen de décoder les messages codés des Allemands, je crois, ou de coder de mieux coder les messages des Anglais. Je sais plus, un truc du genre. Les décoder. Et donc, quelqu'un de la famille, ton grand-père l'a connu? Oui, du coup, je m'y connais très, 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 très bien sur le sujet parce que, c'est ce qu'on raconte, mais je suis pas vraiment sûr de ce que c'est. On dit que, la guerre s'est arrêtée avant, il a retardé la guerre d'environ 2 ans. Ouais, j'avais lu ça aussi. Oui. Pour l'Angleterre, en tout cas. Ouais. Bien, écoute, c'est tout à fait à son honneur et c'est tant mieux pour... Je trouve qu'on t'entend pas très bien, en fait. Oui, là, tu parles pas bien dans ton téléphone, je ne sais pas. Et tu prêtes ton téléphone ou as-tu une radio d'allumée pas de toi? Non, j'ai pas... Parce qu'on t'entend pas très très bien, franchement. C'est bien. T'es pas sur haut-parleur, toi? Parce que après, il y avait eu d'autres polémiques, comme quoi Forisson disait que les chambres à gaz c'était du bidon. Mais après ça, on va pas détourner sur le sujet. Non, n'évoquons pas ce genre de bêtises. Ce savant, si tu veux, a arrêté un petit peu la guerre, a empêché la guerre. En fait, il a permis que la guerre puisse se résoudre plus tôt. Il pense que on a réussi par le fait de réussir à cette machine à qui permettait de décoder les messages. Ça aurait permis que la guerre s'arrête plus tôt, puisque ça donnait un avantage aux Alliés, en fait. C'était ça l'idée, en fait. Je pense. Bien, écoute, merci de ton témoignage. Donc, c'est un petit peu une légende, mais c'est peut-être une possibilité du logo d'Apple. C'est possible que ce ne soit pas vrai. Oui, ce serait plutôt Newton, la pomme de Newton, bien connue, qui sera l'inspiration de ce logo. Merci de ton appel, en tout cas. Bonsoir. On n'entendait pas du tout. Voilà, alors encore 2 personnes. Mais on en a eu qu'une, là, sur les 2. Oui. Oula. Là, c'est coupé. C'est Larsen. J'ai trouvé. T'as trouvé le dernier morceau? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, qui est-ce? Oui, bonsoir, c'est Maxime. Maxime, oui, pourrais-tu parler un tout petit peu plus fort, Maxime? Excusez-moi, je suis en haut-parleur, c'est pour ça. Ah bon, enlève le haut-parleur et puis on parle directement dedans. D'accord, très bien, je le fais. Ok. Bonsoir. Oui. Oui, c'est bon. Je voulais parler justement par rapport à ce que disait la personne là sur Alan Turing. Oui, vas-y. Moi, je suis un amoureux des technologies en général. Oui. Et justement, quand on parle d'Alan Turing, ça me fait un peu dresser le poil quand on parle d'Alan Turing, comme si c'était soi-disant. Enfin voilà, c'est, je sais pas si vous connaissez la personne, mais c'est quand même, là clairement la personne elle faisait partie de je sais pas quoi, mais en tout cas c'était un sale gosse. Mais le fait est que Alan Turing, c'est un des plus grands hommes qu'on ait connu au XXe siècle. C'est lui qui a créé le premier ordinateur. Je sais pas si vous êtes au courant. Moi j'avais lu quelque chose sur lui, mais vraiment j'ai pas non plus trop. Est-ce que vous avez vu le film avec Benedict Cumberbatch? Pardon? Le film avec Benedict Cumberbatch. Non, ça me dit rien. Non, je n'ai pas vu non plus, non. J'ai retracé ça. Là, il y a un petit problème de connexion parce qu'on a qu'un bip derrière toi. Mais en tout cas, donc je remarque et j'apprécie ton hommage à cet homme qui donc a participé à
à l'écourtement de cette guerre terrible que, heureusement, nous n'avons pas connue. Merci de ton appel, en tout cas. C'est un des hommes du siècle. Oui, c'est un des hommes du siècle. Un grand génie des mathématiques, mais après, voilà, on connaît pas. Oui, on connaît pas trop son œuvre. L'informatique, hein, messieurs. Voilà, oui, l'informatique date de plusieurs scientifiques, j'imagine, quand même, mais. Oui, enfin, en même temps, s'il avait laissé les nazis faire, on vivrait dans un endroit un peu plus calme. Peut-être que quelqu'un d'autre aurait inventé l'informatique. Oui, bon, écoute. Non, mais si les nazis avaient fait leur travail, on serait plus calme. Voilà, écoute, merci de ton appel en tout cas, merci, et puis à bientôt. Merci. Bonne soirée à vous. Bonne soirée. Voilà. Oui, bonsoir. Y a-t-il quelqu'un en ligne? Allô? Oui. Oula. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Qui est-ce? Oui. Didier, bonsoir. Bonsoir Didier. Ça sera très court puisque je pense que vous allez bientôt terminer l'émission. Donc... Oui, il est 54 et Didier, nous sommes la semaine dernière, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Bonsoir Didier, ça va bien? La semaine s'est bien passée? J'espère. Didier, nous avons ce soir David et Jonathan et Amy. Et on t'écoute. Tout ce monde t'écoute et est très impatient de tes réflexions. C'est malheureux, malheureusement, c'est un peu redondant ce que je dis, mais c'est malheureux qu'il y ait tant d'interventions qui soient malheureusement à côté de la plaque pendant très longtemps, parce qu'il y a des moments, je me demandais où était le sujet, quoi. Oui, ça dérapait un petit peu, mais tu sais combien il est difficile de maîtriser tout le monde. Il faut les couper. Je sais que tu le sais. Avec des individus qui n'ont qu'un but, c'est de faire leur petit numéro. Je suis même pas sûr qu'ils se fassent rire entre eux à force. Voilà. Donc, mais c'est pas grave. Non, moi j'ai pas grand chose à rajouter. L'intervention, je l'avais faite la semaine dernière, donc je vais pas être redondant par rapport au sujet. Je pense tout simplement que il y a un regard de certains hétéros qui est très tolérant. J'aime pas trop le mot tolérance, c'est pour ça que j'ai préféré le mot acceptation tout à l'heure que tu as prononcé d'ailleurs, François. Oui. La tolérance, on a l'impression que on est tolérant, quoi. C'est-à-dire, à la limite, on n'en pense pas moins, mais on supporte, c'est ça. Oui, non, c'est pas. C'est plus catégorique et ça représente quelque chose qui fait vraiment preuve d'une démarche volontaire, quoi, et pas faire plaisir à quelqu'un. Tolérer, c'est bon, c'est bien parce que c'est vous, quoi. À la limite, on fait un effort, hein. Et donc, en effet, il y a beaucoup d'hétérosexuels qui sont, je dirais, en acceptation totale par rapport à l'homosexualité, parce que ça leur pose pas de problème. La plupart de ceux qui réagissent, c'est que, à la limite, on se demande s'il n'y a pas une petite curiosité de leur part à vouloir venir titiller ce monde qui ne leur a rien demandé, et on se demande même à la limite s'ils en connaissent quelque chose, dans la mesure où on entend tellement de clichés qui sont à la limite complètement dépassés, que pour des jeunes d'aujourd'hui qui sont censés être très au courant des choses en ayant Internet et en naviguant sur Internet, maintenant c'est vrai que tout le monde ne veut pas utiliser Internet d'une manière intelligente, on le voit bien. Oui, bien sûr, mais ne crois-tu pas que la réflexion de David Jonathan était tout à fait pertinente, à savoir qu'on ne doit pas réduire les gens à leur sexualité, on ne doit pas les réduire à leur couleur, à leur langage. Complètement. Et la sexualité n'est qu'une facette de l'individu, ça n'est pas un individu, on ne doit pas cataloguer les gens selon leur sexualité. Mais la sexualité, c'est la sphère privée. Du moment que ça se passe entre personnes adultes et consentantes, ça regarde qui, de toute façon, qui ça gêne. En quoi les hétéros qui ont soi-disant manifesté une espèce de peur, on ne sait même pas si c'est une peur ou si c'est un rejet comme ça pour le principe d'avoir quelque chose à dire, parce qu'il serait mieux de dire certaines choses. Quand je les entends certains ici s'exprimer, ils sont limite sous le coup de la loi, parce que ce qu'ils disent est comment dire complètement condamnable, même si on le dit avec une certaine forme d'humour. Moi, je ne prends pas ça pour de l'humour, parce que l'humour, c'est quelque chose qui fait rire, et je pense pas que ça fasse rire grand monde, ni même ces petits individus entre eux. Donc, à partir de là, je pense que on vient titiller sur les plates-bandes de quelqu'un. Dans quel but? Bien sûr, mais alors pour faire avancer le débat et rapidement, parce qu'il est 1h57, dans 3 minutes ça se termine.
que penses-tu de cette évolution vers laquelle nous allons? Est-ce que ça n'est pas justement un plus, une ouverture, une expression de la liberté, une expression, d'enlever beaucoup de frustration, de culpabilité et de permettre à beaucoup de gens de vivre leur vie? Non, mais je pense que c'est un plus. Le problème, c'est qu'il y aura encore beaucoup d'explications à donner, comme sur beaucoup de sujets. C'est effarant d'entendre les gens s'exprimer actuellement. Mais oui, mais tu sais, ça. Je pense que malheureusement, si ça va dans ce sens-là, s'il y a une acceptation et si on s'ignore gentiment en se laissant vivre, c'est pas un problème. Le problème, je pense qu'il y a des gens qui comprennent pas de quoi ils parlent, qui ne savent pas de quoi ils parlent et qui parlent dans le vide et qui en parlent pas. Il faudra du temps pour que ça s'installe. Déjà, la machine se met doucement en route. Écoute Didier, excuse-moi de te couper. Je quitte l'antenne dans 1 minute 08. Je te remercie de ton intervention. Tu es le bienvenu quand tu veux. Et j'espère à bientôt. Bonne nuit à vous. À bientôt. Allez, bonsoir Didier. Il est 1h59. Alors je vous rappelle que vous êtes sur IDFM, Radio Anguin.